Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Sébastien. Bonjour Julien. Et bonjour à tous qui nous écoutez. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Dornano. Sébastien, c'est le président de Yomoni, un des leaders de la gestion d'épargne en ligne. Donc, on va parler forcément épargne et utilisation de son épargne à bon escient, de manière intelligente, mais aussi quand on n'y connaît rien, comment se faire accompagner dans la gestion de son épargne. Et on va parler forcément aussi des marchés financiers. Sébastien, est-ce que tu pourrais te présenter du coup aux auditeurs qui ne te connaissent pas déjà ? Bien sûr, je suis donc Sébastien Dornano, j'ai 48 ans, j'ai monté Yomoni en 2015 et dans le passé, j'ai eu un passé de consultant et j'ai travaillé pour une société de gestion qui s'appelle la Financière de l'Échiquier, qui est une belle aventure entrepreneuriale pendant 12 ans où j'ai été le CEO de la structure. Qu'est-ce qu'elle faisait cette financière ? Financière de l'Échiquier, c'était une société de gestion qui était spécialisée sur les actions européennes et qui gérait, quand je suis parti, un peu plus de 10 milliards d'euros. Ok, donc déjà dans le monde quand même des marchés financiers. J'ai toujours été quasiment dans les marchés financiers. J'ai commencé en stage dans les dérivés actions à la Société Générale et puis après j'ai enchaîné en tant que consultant en asset management, donc déjà dans la gestion d'actifs pour des grands comptes type BNP, ABN AMRO. Et puis après j'ai rejoint le magnifique bateau de Financière de l'Échiquier et j'ai monté le mien en 2015 qui s'appelle Yomoni. T'es parti de quel constat pour créer Yomoni ? J'imagine qu'on part toujours d'un constat ou d'une problématique personnelle souvent. Le constat, il est assez simple et c'est celui qu'on retrouve souvent dans les fondateurs, c'est que de ne pas pouvoir répondre de manière positive aux questions qu'on vous pose à dîner ou dans vos cercles proches. Moi, j'avais pas mal d'amis qui voulaient investir. Les sociétés dans lesquelles j'aurais pu les recommander avaient des tickets d'entrée qui étaient trop importants et en plus avec des produits qui me paraissaient au fur et à mesure pas forcément les plus adaptés à leur situation. Et rapidement, je me suis dit, en fait, dans l'idéal, ce que vous devriez avoir, c'est ce qu'on a essayé de bâtir avec Yomoni, c'est-à-dire une offre digitale la plus simple possible, avec le moins de frais possible, et avec une offre de diversification. On y reviendra un peu plus tard, mais une offre de diversification très forte. Et donc, on est parti de cette idée-là. Et c'était des produits des plateformes qui commençaient à émerger, en particulier aux États-Unis. Et puis, il y avait un premier acteur en Angleterre qui s'appelait Nutmeg, qui s'est lancé au début des années 2010. Et je me suis dit, si on arrive à proposer ça aux Français, je pense on leur retire une épingle du pied, on leur ouvre des portes pour investir correctement. Donc je me suis lancé dans l'aventure en 2015. C'est vrai que de manière générale, on a quand même l'impression que le français n'est pas forcément à l'aise avec tout ça. On connaît voilà, les livrets d'épargne garantie et autres avec lesquels on est né finalement et avec lesquels on s'est éduqué malgré nous, hein, de par le manque d'éducation financière de nos parents aussi et des générations précédentes. Et je trouve, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais qu'il y a justement ce manque de connaissances de beaucoup de sujets d'épargne, même les plus basiques finalement, qui sont les marchés financiers. Hein. Au final, ça peut rester très simple quand on l'explique correctement. Qu'est-ce que tu en penses de cette culture à la française un peu ? Alors moi, je suis fondamentalement convaincu qu'effectivement, il y a sans doute un manque de culture financière, mais même avant même de parler des marchés financiers, hein, de simples effets. On parle souvent des intérêts composés, qui effectivement sont toujours un élément qui est très vertueux, mais que les Français ont souvent du mal à appréhender, et avec cet effet boule de neige qui est pas toujours bien perçu par les uns et les autres. Donc effectivement, il y a sans doute un manque de culture financière. Après, il est lié, je pense, à deux choses, parce que d'un côté, les Français sont peu financiers, mais sont très fiscalistes. Je pense que une partie de l'effort qui est fait pour bien générer cette épargne, c'est de bien comprendre la fiscalité française, et Dieu sait qu'elle est compliquée et qu'elle peut avoir des biais très forts. Et donc, je pense que dans le temps alloué à la gestion de son épargne, je pense qu'il y en a une grosse partie qui est consacrée à la fiscalité et assez peu finalement à la notion de marché et de produits sous-jacents. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, normalement, on peut s'attendre à ce qu'on ait des tiers de confiance qui viennent nous apporter la connaissance ou l'éclairage nécessaire et suffisant. Et c'est vrai qu'on est dans un modèle en France de banque universelle. Et ce que j'appelle banque universelle, c'est-à-dire une banque qui vous propose toute une palette de services très très large. Et donc, les conseillers que vous avez face à vous, généralement, sont des conseillers eux aussi universels qui doivent être capables de vous parler de votre carte bleue,
votre crédit, de votre livret A, de votre éventuellement assurance vie et peut-être et de temps en temps de votre système de sécurité ou de votre téléphone. Et donc ça fait en sorte qu'on a des conseillers qui sont généralement assez peu experts sur la partie épargne et donc finalement qui sont plutôt en train de vous pousser des produits ou des solutions clés en main sans être tout à fait capable de bien vous l'expliquer ou d'avoir le temps de vous en faire la pédagogie. Et donc si je prends l'importance de la fiscalité plus ce fait qu'on n'est pas des conseillers forcément qui est ni la culture ni le temps pour faire la pédagogie, bah oui, on se retrouve avec des Français qui sont un peu laissés pour compte en particulier en Europe, sur la partie épargne et épargne financière ou immobilière en particulier. Et tu parlais d'intérêt composé, ça serait intéressant justement de peut-être de traiter ce premier concept avant de passer à des choses un peu plus sérieuses. Mais c'est quoi les bases de l'intérêt composé pour ceux qui ne le savent pas? En fait, tout simplement, c'est que ce que vous gagnez, la performance que vous faites en année 1 va être elle-même réinvestie et va faire des petits en année 2 et va refaire des petits en année 3. Et donc, c'est la démultiplication. Donc, c'est le fait que lorsque vous faites 0,5%, vous faites 5% de performance par an, la deuxième année, à la fin de la deuxième année, vous n'avez pas 10% en plus sur votre capital initial, mais vous avez un peu plus que 10%. Parce que les 5 premiers pourcents de la première année ont été réinvestis et ont eux-mêmes fait 5% de performance, ce qui vous a donné un 0,25% en plus à la fin de la deuxième année. Et ça, c'est un effet de cumulatif qui fait que lorsque vous regardez le temps long, et nous en tout cas, on regarde souvent l'épargne dans le temps long, hein, donc ça veut dire à partir de 10, 12 ans, 15 ans, vous vous rendez compte que cet effet cumulatif a des effets très vertueux et c'est pour ça que vous n'avez pas une courbe de progression de votre épargne qui est linéaire, mais au contraire qui est un peu pentue comme ça et qui accélère au fur et à mesure parce que les petits ont fait des petits, etc., etc. Donc ça, cet effet des intérêts composés, il est très important pour bien avoir en tête que lorsque vous placez, et en particulier sur le long terme, ça va avoir un effet très fort au fur et à mesure du temps qui passe. Et ça, généralement, on n'a pas toujours la bonne appréhension. On a toujours l'impression qu'on va gagner 5% de la somme initiale. Pas du tout. On gagne bien 5% de la somme de chaque fin d'année qui elle-même, normalement, a pu progresser dans le temps. Ouais, très juste. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de tous les supports d'investissement qui existent, en tout cas les plus importants et on va dire les plus prisés par les Français aujourd'hui? Donc comment, avec quel véhicule on peut investir sur les marchés financiers, justement? Quels sont les avantages et la fiscalité associée notamment? Alors, il y a deux parties bien différentes dans l'investissement sur les marchés financiers. Vous avez ce qu'on appelle les enveloppes fiscales. Et effectivement, c'est est-ce que vous allez investir à travers une assurance vie, est-ce que vous allez investir à travers un PEA PME, un compte titre, un PER maintenant. Donc ça, c'est vraiment les enveloppes fiscales, chacun ayant leur intérêt et leur objectif, et leurs contraintes aussi. Et de l'autre côté, on va avoir ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de ces assurances vie, ces comptes titres, ces PER, ces PEA, qui sont pour le coup soit des actions ou des obligations en direct. Donc là, vraiment, vous êtes en direct sur les marchés financiers, vous choisissez soit la dette d'une société, soit les actions d'une société et vous investissez dedans, soit vous faites appel à des gérants de fonds qui eux-mêmes vont faire la sélection en fonction d'un certain nombre de critères. Et ça peut être des fonds qui sont très généralistes ou des fonds très spécialisés. Donc il y a deux parties. Donc on peut traiter ça peut-être en deux phases. La première sur les enveloppes fiscales et puis la deuxième sur ce qu'on met à l'intérieur des enveloppes fiscales. Ouais, très bien. Le grand succès, vraiment la locomotive de l'épargne des Français aujourd'hui, c'est l'assurance vie. Elle a un certain nombre d'avantages fiscaux qui sont intéressants si vous restez un certain temps, donc si vous restez plus de 8 ans. Elle en a d'autres en termes de transmission, si vous voulez demain transmettre votre assurance vie. Elle a l'avantage, donc elle est gérée par l'assureur. Donc vous allez avoir un produit d'assurance et ce produit d'assurance, il va vous permettre d'investir dans deux grands types d'actifs à l'intérieur, soit ce qu'on appelle le fonds euro, qui est un produit garanti par l'assureur. Donc l'assureur a une vision long terme, s'engage à ce que vous soit restitué soit 100% de la somme, soit quasiment 100%, parce qu'en ce moment c'est en train d'un peu changer. Ils sont en train d'enlever un peu les frais qu'ils vous prennent régulièrement, donc on va dire entre 98 et 100% de la somme est garantie. Et ils vont l'investir sur des paniers d'obligations, d'actions, voire de marchés non cotés, qui vont vous rétribuer un pourcentage qui va osciller globalement entre 1,5% pour les plus bas jusqu'à maintenant 3% pour les plus hauts. Ça varie beaucoup, hein, ça a été plutôt très décroissant cette performance des fonds euros jusqu'à l'année dernière, parce que les taux d'intérêt étaient négatifs et que c'était compliqué pour eux d'aller trouver de la performance même sur le long terme. Et puis ça a rebondi cette année avec des taux qui tournent autour des 2,5% pour les plus dynamiques. Donc ça, c'est vraiment un produit garanti. On peut quasiment dire que c'est une sorte de livret A bis dans l'assurance vie, sans plafond,
avec une vision long terme, mais qui est intéressante parce que vous voulez sécuriser vos actifs. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les unités de compte. Et en fait, les unités de compte, c'est le nom un peu barbare des assureurs pour vous permettre d'investir justement dans des fonds et de vous permettre de vous exposer au marché financier. Donc globalement, vous passez à travers l'assureur pour acheter des unités de compte qui ne sont que la réplication d'un produit, d'un fonds, que ce soit un fonds obligataire, un fonds action, un fonds généraliste, et vous allez pouvoir faire votre package là-dedans. Donc ça, Et c'est les deux gros. là, on est Vas-y. sectorisé au niveau géographique Bon, alors tout dépend de l'offre de votre assureur et de votre banque. Vous pouvez avoir des offres d'assurance vie avec des unités de compte qui sont très limitées et parfois très liées à la banque auquel vous vous adressez. C'est-à-dire grosso modo, il vous met en avant les fonds les fonds de la banque. Et donc vous allez avoir des fonds qui vont être des fonds Action Europe, des fonds Action France, des fonds Action Internationale, des fonds patrimoniaux. Donc ça veut dire avec un peu d'actions, un peu d'obligations, un peu plus sécurisés. Vous pouvez en avoir peut-être parfois qu'une dizaine ou une quinzaine, une offre très limitée. Et puis, vous allez avoir des offres très larges. On va vous proposer 600 fonds divers et variés. Vous allez avoir une panoplie totalement folle d'offres thématiques, géographiques, sectorielles, par classe d'actifs divers et variés, où il n'est pas toujours évident de s'y retrouver parce que, objectivement, il peut y avoir du bon et du moins bon dans ces unités de compte. Et là intervient la notion de quelle manière vous voulez gérer votre assurance vie. Soit vous le faites ce qu'on appelle en gestion libre. Donc là, vous avez tout à fait la main. Donc vous ouvrez, vous avez accès à soit 10, soit 600 unités de compte et vous piochez dedans et vous choisissez votre allocation. Soit vous faites ce qu'on appelle de la gestion sous mandat, c'est la spécialité de Diomony. C'est dans ce cas-là, vous faites appel à un tiers qui va sélectionner pour vous, en fonction de votre profil de gestion, en fonction de votre horizon d'investissement, l'allocation et les fonds et les unités de compte qui vous conviennent et vont, dans le temps, faire évoluer cette allocation en fonction de la situation des marchés. Donc, vous donnez les clés, grosso modo, de votre assurance vie à un tiers professionnel qui le gère pour vous en fonction de votre situation et de votre projet d'investissement. Mais donc vous avez deux options, soit gestion libre, soit gestion sous mandat. Donc l'assurance vie reste vraiment le grand moteur de l'épargne. Elle est très appréciée par les Français. Elle est beaucoup plus l'épargne qui est dans l'assurance vie est beaucoup plus disponible que ce qu'on croit parce que ce ne sont que des avantages fiscaux que vous gagnez au bout de 8 ans. Mais si vous voulez retirer votre argent au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, vous pouvez le faire. Tu peux nous le rappeler, l'avantage fiscal, justement? Alors, l'avantage fiscal, il faudrait que on peut rentrer dans le détail, mais c'est-à-dire que grosso modo, vous ne payez pas les avantages sur les plus-values. L'imposition sur la plus-value. Voilà, sur le revenu. Sur les plus-values, vous allez avoir le minimum. Ça, vous allez pouvoir l'avoir au bout de 8 ans. Par contre, vous pouvez évidemment sortir dès que vous le souhaitez. Dès que vous le souhaitez de votre assurance vie, parce que c'est souvent une des problématiques ou des questions qu'on pose. On a l'impression que l'assurance vie elle est bloquée pendant très longtemps et au moins 8 ans. Là, pour le coup, vous n'avez pas ce sujet-là. Il faut bien que vous l'ayez en tête. Simplement, au bout de 4 ans ou entre 4 et 8 ans et après 8 ans, vous avez des taux d'imposition qui diminuent au fur et à mesure. Donc, c'est une dégressivité de l'imposition sur les mais juste pour éclaircir et pour être sûr, parce que j'ai l'impression que souvent les gens se trompent un peu, mais bon, on est grosso modo dans ces types de valeurs sur de la flat tax quand on prend de la plus-value, donc on est à 30% imposé sur nos plus-values. Mais quand on parle d'exonération totale donc d'imposition sur la plus-value, on parle que de la partie imposition sur les revenus. Donc ça veut dire que les prélèvements sociaux, eux, ils sont quand même défalqués. Donc, tout à fait. Donc tu as quand même 17,2 de prélèvements sociaux qui sont défalqués sur les 30. Donc finalement, ton économie, elle est que de 12,80, quoi. C'est ça? Elle est exactement de 12,80. Et effectivement, elle diminue au fur et à mesure de temps. Donc, je te rejoins, il restera toujours les prélèvements sociaux en assurance vie, sachant qu'ils sont sur les fonds euros, ils sont prélevés chaque année, en fait. Vous le savez pas forcément, mais ils sont prélevés chaque année. Et sur les supports en unité de compte, ils sont prélevés au moment du rachat, au moment où vous retirez vos fonds. Ils font le calcul des prélèvements sociaux, mais ceux-ci, ils seront toujours prélevés. Ouais, parce que j'ai l'impression que souvent les gens font le raccourci en disant ça me coûtera 30% d'impôts en moins, mais non, c'est pas vrai. Non. C'est plus 12,8. Exactement. Et donc c'est un avantage quand même significatif. Mais il faut avoir en tête que si vous faites la croix sur cet avantage fiscal, vous allez pouvoir récupérer vos fonds en quelques jours. C'est ce à quoi s'engagent la plupart des assureurs. Donc là-dessus, ça c'est quand même assez intéressant. Ça c'est la première enveloppe. Les autres enveloppes sont des enveloppes dites bancaires. Donc vous avez le compte titre et le PEA.
Ceci vous donne une totale flexibilité sur ce que vous pouvez mettre dedans. Un compte titre, vous pouvez mettre, enfin, je parle du compte titre, pas du PEA. Le compte titre, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez dedans. Il va être imposé effectivement en flat tax. Là, il n'y aura pas d'avantage fiscal particulier. L'intérêt entre les deux, c'est que si je devais comparer l'assurance vie et le compte titre, c'est effectivement pourquoi finalement passer par un assureur en dehors des avantages fiscaux. Pourquoi je devrais passer par un compte titre alors que j'ai pas d'avantage fiscal. Le compte titre, pour le coup, est généralement moins coûteux que l'assurance vie. L'assureur prend des frais de gestion de ce contrat d'assurance vie qui tournent entre 0,6 et 1% par an à peu près. Il peut y avoir des frais d'entrée aussi, c'est-à-dire le moment où vous versez votre argent chez l'assureur, il peut vous prélever entre 1, 2, voire 3% pour les plus gourmands. Donc ça, effectivement, ça vient forcément alourdir et peser sur votre performance, alors que le compte titre, généralement, les offres bancaires sont beaucoup plus légères et viennent plutôt intervenir sur une tarification à l'acte, c'est-à-dire au moment où vous achetez et vendez, ils vont éventuellement vous packager des frais. Et si vous trouvez le bon dispositif qui vous convient bien, normalement la partie frais sera bien plus faible. Donc ça, c'est un intérêt si vous avez un intérêt financier et que finalement l'intérêt fiscal vous intéresse moins. C'est intéressant aussi pour les personnes morales. Effectivement, lorsque vous avez une holding, par exemple, vous pouvez ouvrir un compte titre personne morale et donc vous permettre d'investir une partie de votre trésorerie long terme à travers un compte titre. Là, de la même manière, vous pouvez être en gestion libre, c'est vous qui gérez, donc vous avez plein de plateformes de trading qui vous permettent de passer facilement vos ordres de la manière la plus efficace possible. C'est très important de regarder l'efficacité du passage d'ordre, de bien regarder à quelle vitesse vous pouvez passer vos ordres. Là, c'est vraiment des notions qui doivent être prises en compte. Ou alors, vous passez par une gestion pareil sous mandat, gestion déléguée, donc c'est la même chose, vous passez par un tiers de confiance qui va pour vous acheter et vendre les valeurs sur votre compte titre et vous permettre de faire au mieux sur votre compte titre en fonction de votre situation personnelle et de votre environnement d'investissement. Là, c'est ce que vous faites notamment chez YoMoney. Donc, on ouvre un compte titre chez vous, on vous délègue la gestion totale. Donc, nous, on pilote rien à part un niveau de risque, peut-être, c'est ça qu'on doit choisir. Exactement. En fait, le niveau de risque, même, on va vous le recommander très fortement. C'est-à-dire qu'en fonction de l'horizon d'investissement, de la situation dans laquelle vous êtes, financière, personnelle, familiale, l'âge que vous avez, etc., on va vous recommander un niveau de risque. Vous pouvez modifier à la marche le niveau de risque, mais on sera pas très à l'aise et on peut d'ailleurs refuser de gérer sous mandat quelqu'un à qui on va recommander un profil peu risqué, qui va vouloir quand même prendre beaucoup de risques. On va pas se sentir à l'aise pour le faire et donc généralement on passe un peu la main sur le sujet. Ok. Et là, du coup, vous prenez des frais de gestion. Donc, pareil que sur la partie assurance vie, mais comme tu disais, en plus sur la partie assurance vie, l'assureur lui-même va aussi ponctionner des frais. Et donc, c'est là où va se faire la différence en termes de frais de gestion, c'est ça? Voilà, exactement. Les frais de gestion, généralement, les frais de gestion les frais d'un compte titre sont très faibles, sont basés éventuellement sur l'encours ou sur un abonnement par an, et puis en fonction du nombre d'opérations que vous allez réaliser dans l'année. Lorsque vous passez en gestion sous mandat, généralement, on vous facture pas les ordres. Ils sont pris en compte dans les frais qui sont ceux du mandat, de la gestion du mandat, et comme ça, il n'y a pas de conflit d'intérêt parce qu'il pourrait y avoir une tentation de certains en gestion sous mandat de passer un maximum d'ordres pour passer un maximum de frais. Forcément. Donc, là-dessus, généralement, il faut faire attention. Et de plus en plus, les offres, en tout cas, c'est ce qu'on fait chez YoMoney, mais je pense que ça se généralise, c'est qu'il y a des frais de mandat et que il y a plus de frais d'ordre aux gérants de faire au mieux en fonction du nombre d'ordres qui paraît pertinent pour optimiser la performance du client. De quoi on se parle là en matière de frais, notamment sur un compte titre 100% sous mandat? Vous pouvez, sous mandat ou pas sous mandat? Parce que sous mandat, vous avez, nous, on fonctionne avec des frais de 0,7% par an. Et c'est vrai pour toutes les enveloppes, hein. Là-dessus, on a unifié. Donc, ça veut dire aussi bien la partie assurance vie, compte titre, PEA, PER. On est à 0,7% pour gérer votre épargne tout au long de l'année. Et après, on a des enveloppes qui coûtent entre 0,6, généralement 0,6% par an pour faire l'ensemble des ordres, quel que soit le nombre d'ordres. Et ce qui réplique à peu près le coût de l'assurance vie chez nous, qui est effectivement de 0,6%. Donc, vous avez finalement un package à 1,3% qui vous permet d'avoir l'ensemble des enveloppes fiscales, l'ensemble des coûts des ordres passés, l'ensemble de la partie administrative,
plus de la gestion sous mandat. Et puis nous, on rajoute la partie plateforme, conseil, accès à des conseillers, etc. Mais tout ça est packagé à 1,3% max, qui sont des frais très bas. Hein. Généralement, les épargnants ont en tête uniquement les frais de l'assurance en disant tiens, je paye 0,6 ou 1, alors qu'en fait, on a fait des benchmarks lorsque vous allez dans votre banque pour un service équivalent, donc une gestion sous mandat en assurance vie ou en compte titre, vous vous retrouvez rapidement à 2,5%, 3%, parce qu'il faut agglomérer à la fois l'enveloppe fiscale, la gestion sous mandat et puis les fonds qui sont utilisés en dessous. Mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Nous, on prend des fonds qui coûtent très très peu cher, hein, autour des 0,2 à 0,3%, alors que bien souvent les gestions sous mandat prennent des fonds qui tournent entre 1,5 et 2,5% de frais annuels. Donc effectivement, quand vous cumulez tous ces frais, rapidement vous pouvez arriver à 2,5-3%, ce qui est quand même élevé par rapport à l'espérance de gain que vous pouvez avoir. Et là-dessus, il faut être très très vigilant. On était au compte titre, ouais. Après, on a le PEA. Alors après, on a le PEA qui est un produit un peu spécifique parce qu'il exige que vous n'investissiez que dans des actions européennes. Il a un montant maximum de 150 000 euros par an. Donc ça, c'est aussi potentiellement une limite. 150 000 euros par an, non, 150 000 euros. Non, 150 000 euros par personne, excusez-moi. Ouais. 150 000 euros par personne. Et puis là aussi, il y a des avantages fiscaux en fonction de la durée de votre PEA qui s'étale. Il y a des tranches à 2 ans, à 5 ans, et puis après 8 et après 8 ans. Il y a une tranche à 8 ans aussi sur un PEA. Je pensais qu'on était à 5 ans max. Non, vous êtes à 8 ans. En cas de retrait avant un délai de 2 ans, c'est 22,5% plus 15,5 de prélèvements sociaux. Entre 2 et 5 ans, c'est 19 plus 15,5 de prélèvements sociaux. Et un retrait qui intervient entre 5 et 8 ans, ça te permet d'être exonéré d'impôt sur le revenu, donc il reste les 15,5%. D'accord. Voilà. Donc c'est effectivement l'avantage fiscal, il est jusqu'à partir de la 5e année. Et puis après, il y a un retrait après 8 ans n'entraîne pas la clôture du PEA, c'est là où c'est un peu spécifique. Ah oui, ok. Si vous retirez avant 8 ans, le PEA se clôture et donc ça veut dire que vous pouvez plus profiter des avantages fiscaux pour le reste. Si vous restez après 8 ans, vous pouvez commencer à retirer progressivement votre argent avec l'avantage d'avoir que les prélèvements sociaux à 15 ans. Donc ça a une spécificité. Donc dedans, vous pouvez mettre que des actions, que des valeurs mobilières européennes. Alors il y a une spécificité qui est un peu technique dont nous on profite, c'est que vous pouvez avoir des fonds dits indiciels qui répliquent des marchés étrangers et qui sont pourtant autorisés sur un PEA. Donc ça c'est vraiment une petite niche qu'on utilise et qui nous permet d'avoir des PEA très diversifiés au niveau monde. Alors qu'effectivement, c'est une enveloppe théoriquement qui est réservée à la partie à des investissements uniquement en Europe. Oui, donc ça veut dire que si je veux acheter une action Coca-Cola, clairement, je peux pas la mettre dedans, quoi. C'est impossible. Vous pourrez mettre que des actions domiciliées en Europe. En fait, elles sont typées. Hein. Vous pouvez les regarder sur l'ensemble des plateformes. Vous vous rendez compte qu'en fait, elles sont marquées comme éligibles au PEA. Donc ça, c'est évident sur les actions Europe et sur les fonds aussi. Il faut bien vérifier le distinguo sur éligible au PEA. De toute façon, si vous essayez de passer un ordre sur une action non éligible au PEA dans votre PEA, normalement, si la banque fait bien son travail, elle va vous dire que c'est pas possible. Bon, là, très clairement, donc en fait, c'est un compte titre, sauf qu'il y a un avantage fiscal et qu'on est bloqué à des actions européennes. Et qu'on a un plafond de 150 000 euros par personne. Ok. Voilà, exactement. Auquel tu peux rajouter, je crois, une partie sur le PEA PME, c'est ça, sur des actions qui sont des Alors là, c'est encore plus niche. Il y a effectivement le PEA PME sur lequel il faut investir dans des actions européennes uniquement de taille moyenne et sur lequel j'ai plus en tête ce que vous pouvez rajouter, mais oui, il y a les critères 75. Oui, ouais. Et puis on peut placer, je crois, 75 000, ouais, c'est ça. 75 000 euros en plus des 150 000. En fait, on pourrait placer jusqu'à 225 000 euros dans le PEA plus PEA PME. Donc, si j'ai déjà mon PEA qui est full à 150 000, je peux rajouter 75 000 sur le PEA PME. Voilà, avec des critères, hein, taille d'entreprise, chiffre d'affaires, nombre de salariés, etc. C'est ça, pour que ce soit une PME. Okay. Là aussi, il y a des coches d'éligibilité. Vous pouvez aller regarder actions, sociétés éligibles au PEA PME. Elles sont marquées noir sur blanc dans les sites les plus connus qui font de la bourse et du trading. Et on peut mettre dans son PEA PME, du coup, des actions non cotées aussi. Ça peut être intéressant. On peut mettre des actions non cotées. Si on fait un peu de private equity, par exemple, en direct, on peut le faire. Ouais, alors ça dépend des fonds de private equity. Là aussi, ça doit être des fonds de private equity investis sur et domiciliés en Europe et sur des sociétés uniquement européennes. Vous pouvez pas aller acheter un fonds de private equity international et aller le mettre Vous pouvez aussi mettre les actions de votre entreprise dans certains cas. Ouais. Je pense que ça a été le cas sur certains LBO, par exemple, où vous avez pu mettre les loger dans le PEA. Ouais, totalement. Ok, c'est ce que j'ai fait moi d'ailleurs sur une entreprise, effectivement. J'avais utilisé ce levier, mais après, il faut les conserver, quoi. Il faut les conserver si on veut vraiment utiliser ça.
Exactement. Très bien. Ensuite, on a d'autres. Donc, on t'a On parlé a le du PER. PER. Ouais. On a le PER qui est la petite nouveauté ou la grande nouveauté de la loi Pacte, hein, donc le plan d'épargne retraite, donc qui est un peu spécifique, qui a des avantages fiscaux à l'entrée. Donc vous pouvez à l'entrée déduire 10% de vos revenus fiscaux avec une déduction maximale de un peu plus de 35 000 euros. Donc ça peut être assez intéressant. Il faut avoir en tête que cette fiscalité, elle est récupérée à la sortie. Euh, donc effectivement, l'intérêt du PER fiscal, il est que sur le long terme, vous ayez un différentiel d'impôt sur le revenu ou de taux d'imposition qui fasse que vous payez un peu moins d'impôt à la sortie qu'au départ, et donc finalement, ce qu'on vous récupère à la fin sera un peu moins important. Oui. L'avantage, c'est que ces impôts qu'on vous a pas prélevés au départ, sur lesquels vous avez pu faire une déduction, vous avez pu le faire travailler, les intérêts composés ont fonctionné, et donc à la fin, vous en sortez avec un peu plus d'argent. Et puis, on est censé payer moins d'impôts à la retraite que quand on est Voilà. actif. Alors après, c'est là où faut être très vigilant à sa sortie. C'est-à-dire que si demain, je ne sais pas, vous imaginez pouvoir sortir le jour de vos retraites les 200 000 euros, admettons, je vous souhaite, dans le PER, c'est que ça fait 200 000 euros d'impôts, 200 000 euros de revenus, et tout de suite, vous Ouais. montez les tranches. Donc, il Ouais. faudra plutôt étaler progressivement votre sortie pour faire en sorte, justement, de piloter votre tranche d'imposition à la sortie. Alors, la grande spécificité du PER, c'est que, bien sûr, c'est censé être bloqué jusqu'à votre retraite. Que vous pouvez sortir, pour le coup, c'est l'avantage par rapport aux versions de plan d'épargne retraite des années précédentes, soit en revenu, soit en direct, soit en capital, soit en rente viagère, donc dans le Mm. temps, étalé dans le temps. Donc ça vous permet quand même de pouvoir vraiment piloter au mieux votre sortie. Vous pouvez décider de le sortir d'un coup, vous pouvez décider de le sortir progressivement sur les 5-10 prochaines années, ou carrément avoir une rente viagère. Donc ça, c'est intéressant. Et quand tu parles de rente viagère, ça veut dire qu'on peut sortir 500 un mois, 1000 un autre, etc. Ou c'est Non, flat non, rente quand même? viagère, c'est-à-dire que c'est un contrat avec l'assureur, pour le coup, avec un contrat d'assurance qui vous fait que vous aurez une garantie de rente viagère jusqu'à la fin de votre vie, d'un montant X en fonction du montant que vous avez à la sortie Ok, mais de le votre... montant, il est flat tous les mois. Oui, oui, il est flat, Ouais, il est ok. décidé, c'est une formule en fonction d'un certain nombre de paramètres qui vous permettent de dire, bah voilà, vous avez jusqu'à votre retraite, vous avez réussi à économiser tant sur le PER et à faire fructifier votre PER à temps. Ça veut dire que vous avez le droit à une rente viagère si vous le souhaitez, en sortie rente viagère. Une fois que vous êtes sorti rente viagère, c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'au décès. Ok. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce élément, vous vous dites si vous êtes bloqué jusqu'à votre retraite, ça peut être assez long, Mm. mais vous avez quand même quelques dispositifs de sortie anticipés du PER. Il y en a une qui intéresse en particulier les plus jeunes, l'achat de la résidence principale. Donc, vous pouvez à un moment sortir sans frais de votre PER si vous achetez votre résidence principale. Et puis après, il y a un certain nombre de dispositifs spécifiques pour protéger les épargnants en cas de chômage, etc., etc. Quand tu dis résidence principale, c'est première accession ou c'est n'importe quand? C'est résidence principale. D'accord, peu importe, même si L'achat c'est d'une ça. résidence, Ok, ok. exactement. Donc ça, c'est quand même des effets assez intéressants qui vous permettent quand même d'éviter le tunnel sur 30, 35 ans. Et si Ouais. demain vous aviez besoin pour X ou Y raison de votre épargne, vous pouvez, sur certains cas, aller la rechercher. Donc le PER est intéressant. Il y a dans ce PER, qu'est-ce que vous pouvez y mettre par défaut? Le gouvernement a demandé à ce qu'il y ait systématiquement une gestion pilotée et une gestion, ce qu'on appelle pilotée à horizon. Ça veut dire que en fonction de votre arrivée à la retraite, on va au fur et à mesure baisser le niveau de risque jusqu'à votre retraite pour sécuriser entre guillemets les plus-values. Et donc vous avez généralement vous êtes obligatoirement trois profils, un prudent, un équilibré, un dynamique, qui vous est proposé et sur lequel, et comme la gestion sous mandat dont on parlait sur l'assurance vie ou les comptes titres ou PEA, va pouvoir s'appliquer. Donc vous allez pouvoir avoir un gestionnaire qui va prendre la main et qui va décider d'une allocation et qui va la piloter et qui va même la piloter dans le temps en fonction de votre arrivée à la retraite et qui va au fur et à mesure diminuer le niveau de risque, donc grosso modo diminuer la part action et augmenter la part obligation, hein, et la part monétaire, la part vraiment avec le moins de risque possible pour que vous puissiez sécuriser vos avoirs. Et puis à côté de ça, c'est les trois propositions qui sont faites de manière systématique et obligatoire. Et puis derrière, vous pouvez avoir un certain nombre, là aussi, de fonds proposés dans lequel vous allez pouvoir piocher. Si vous ne souhaitez pas avoir la gestion pilotée, vous pouvez aller chercher des fonds spécifiques. Il faut avoir en tête que le PER, il a deux formes possibles. Il a une forme assurantielle, et là c'est très proche de l'assurance vie, avec les contraintes du PER et les avantages du PER, ou un PER bancaire, là aussi c'est très proche du compte titre, mais c'est les avantages et les inconvénients du PER. Euh, les deux revêtent le même sujet. Vous avez des frais moins chers dans un PER bancaire, mais vous n'allez pas avoir de fonds euros, par exemple. Et vous allez avoir sur un PER assurance vie l'ensemble des attributs de l'assurance vie, avec les frais aussi associés qui sont généralement plus coûteux. Si je donne un exemple, le PER chez Yomoni, on a réussi à le baisser à 0,3% par an de l'enveloppe,
alors que vous allez le retrouver fréquemment chez nos amis assureurs entre 0,6 et là aussi 1% par an. Sont des sommes qui peuvent paraître très faibles, mais les intérêts composés marchent aussi pour les frais. Donc ça veut dire que quand vous payez 30 ans, un petit décalage de 0,5%, à la fin, sur la somme, ça peut devenir assez conséquent. Donc faut être vigilant sur cette notion de frais. Nous, c'est un des grands axes. On est convaincu que les Français n'ont peut-être pas autant profité des marchés financiers que leurs homologues américains, anglais, aussi parce qu'il y a eu beaucoup de frais prélevés sur cette épargne et qui fait que l'expérience des générations précédentes sur les marchés financiers a pas toujours été très satisfaisante. On a souvent le retour de dire finalement les marchés financiers ça rapporte pas tant que ça. En fait, ça rapporte et sur le long terme, on voit que ça fait entre 6 et 7% par an sur le long terme. Et donc, c'est des belles performances. Si tant est que les frais qui sont prélevés sur ces 6-7% ne soient pas prohibitifs et n'entament pas la performance de manière trop systématique, ce qui a été longtemps le cas en France et ce qui l'est encore un peu. Transition toute faite justement pour parler de YoMoney et de ce que vous pouvez apporter sur le sujet, sur le sujet des frais notamment. Alors pour être tout à fait transparent avec tout le monde, moi j'ai ouvert un compte chez YoMoney courant 2020. Je crois que c'était en juin 2020. Donc j'ai quand même pu tester le sujet. Alors même si effectivement ça reste hyper passif pour moi, puisque pour le coup, franchement je touche à rien, c'est aussi l'avantage. Et j'aime bien tester tout ce genre d'outils. Effectivement, Sébastien, j'ai été venu parce que j'avais fait un benchmark aussi des frais. Et vous étiez quand même bien placé au niveau des frais. Donc voilà, ça m'avait quand même pas mal attiré. Après, j'aimais bien aussi votre discours, la façon de faire. Donc est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce que YoMoney apporte à tous les épargnants Ouais. et à partir de combien aussi je peux venir et est-ce que ça vaut le coup à partir d'une certaine somme ou même si j'ai 500, 1000 euros, je peux déjà venir sur YoMoney? Alors, effectivement, pour le seuil d'accessibilité, nous, c'est à partir de, effectivement, de 1000 euros et on est vraiment focalisé sur l'épargne long terme. On n'est pas focalisé sur l'épargne de précaution. Je le répète toujours, l'épargne de précaution, c'est l'épargne que vous devez mettre de côté si en cas de coup dur, si vous avez un besoin, si vous pensez que vous allez avoir un besoin ou quelque chose de particulier sur lequel vous devez avoir grosso modo, si c'est possible, quelques mois de revenus en avance pour gérer. Une fois que vous avez cette partie épargne de précaution qui est sécurisée, vous avez ce qu'on appelle l'épargne de moyen long terme sur lequel vous allez pouvoir faire travailler votre épargne sur une durée généralement qui est de plus de 3 ans, voire 5 ans, et sur lequel vous pouvez vous attendre à un rendement ou à une performance plus importante. Ce que propose YoMoney, en fait, c'est deux choses. Un, c'est de pouvoir vous faire profiter des frais les plus bas pour accéder au marché financier de manière diversifiée, vous donner de la simplicité à travers la plateforme et de pouvoir vous accompagner avec des conseillers qui sont effectivement disponibles, qui sont experts. Je vous parlais de la Banque Universelle, nous on ne fait qu'une chose, c'est l'épargne. Donc on a des conseillers qui connaissent par cœur les PEA, les PER, les assurances-vie, les comptes titres, les actions et les obligations. Et donc ils vont pouvoir partager avec vous à la fois leur savoir-faire et leur expérience et leur expertise, et puis aussi vous guider dans les choix que vous pouvez faire en fonction de votre situation. Une des très grandes particularités dans tous les produits qu'on propose et pourquoi on arrive à faire des frais très bas, c'est qu'on promeut beaucoup la gestion dite indicielle. Donc vous avez deux types de gestion. Donc, quand vous faites appel à un fonds d'investissement qui va sélectionner pour vous les meilleures actions ou les meilleures obligations, soit vous faites appel à un gérant qu'on va dire actif. Donc vous avez une équipe de gestion qui va analyser l'ensemble des sociétés, qui va analyser les situations spécifiques, les stratégies et autres, et qui va décider que telle ou telle action est meilleure qu'une autre sur les années ou les mois qui viennent. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle la gestion indicielle, qui est une gestion qui ne fait que répliquer les indices, c'est-à-dire globalement, vous achetez un fonds qui va faire exactement ou très proche de la performance d'un CAC 40, d'un S&P 500 aux États-Unis, ou éventuellement, et le plus connu, c'est le MSCI World, qui est un indice qui fait l'ensemble, qui essaye d'impacter l'ensemble des territoires géographiques, et donc il va investir dans 3500 sociétés à travers le monde. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un tracker ou un ETF? Oui, c'est ça, un ETF ou un tracker, exactement. Ou maintenant des fonds indiciels, ils ont différentes formes, mais globalement leur philosophie est la même. Je réplique la performance d'un indice sans essayer de chercher quel est le meilleur dans tel ou tel indice. Voilà. Alors la grosse différence, c'est que d'un côté, il y a les fonds actifs coûtent entre 1,5 et 2,5%. Et de l'autre côté, les ETF coûtent entre 0,2 et 0,3%. Donc vous avez quand même une différence entre 1 et 2% de frais, qui est quand même très significatif. Et on se rend compte, et les études l'ont prouvé sur le long terme,
que le gérant actif, avec les frais qu'il prélève, n'arrive pas à rattraper finalement son indice, ou très rarement. Si je vous donne, il y a des études chez Morningstar ou chez Standard & Poor's qui sont remis à jour tous les trimestres, et si je vous donne un exemple sur les actions internationales, sur plus de 10 ans, vous avez 5 à 6% des gérants internationaux actifs qui arrivent à battre leur indice. Dans 95% des cas, en fait, ils sont en dessous. Ouais. Et donc, la vocation de réussir à trouver toujours, qui est vraiment un exercice difficile, qui peut être bon sur un an, vous avez des gens actifs qui font des années magnifiques, mais l'année suivante, elle est un peu moins bonne, et puis etc. Et puis quand vous regardez sur le long terme, finalement, avec les frais prélevés, ils ont beaucoup de mal à battre le fonds indiciel équivalent. Et donc, nous, on est convaincus que sur le long terme, et c'est bien là-dessus qu'on se bat, qu'il faut promouvoir cette gestion indicielle qui a fait largement ses preuves à l'étranger. Et pour vous donner un exemple des preuves, c'est que la gestion indicielle, donc les fonds ETF, les trackers, etc., ça représente plus de 50% du patrimoine des ménages américains. Okay. Donc, les ménages américains, c'est eux qui ont initié la gestion indicielle. Ça fait plus de 30 ans qu'elle existe sur ce marché-là. Donc, elle a fait ses preuves dans le temps. Ils ont vu les benchmarks et les performances s'affirmer année après année. Et donc, maintenant, plus de 50% de leur patrimoine financier est investi en ETF et en tracker. En Europe, ça représente à peu près 20%. Mais en France, ça représente encore que 4 à 5%. Pourquoi ? Parce que c'est très peu mis en avant par les banques. Pour des raisons aussi de marge, c'est des produits qui coûtent très peu cher mais qui rapportent très peu à la banque, et donc c'est difficile pour eux d'arriver à trouver la bonne équation financière entre réussir à amener des conseillers, des agences physiques, enfin l'ensemble des frais qu'ils ont, les cartes bleues qui sont généralement peu coûteuses en France, etc. On a un modèle très particulier en France, et donc généralement la marge est faite sur l'épargne et donc est beaucoup plus chargée, donc ce serait difficile pour eux économiquement d'aller promouvoir ces fonds. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on s'est lancé en 2015 en étant convaincu que réussir à promouvoir ces fonds pour l'épargne long terme des Français, c'était franchement la meilleure chose qui pouvait arriver, parce que ces fameux 6 et 7% de performance qu'on pouvait leur promettre sur le long terme en regardant ce qu'avaient fait les marchés financiers sur 40 ans, et bien si on le passait à travers des fonds de gestion indicielle, on allait limiter effectivement la partie frais et donc réussir à leur reverser le maximum de cette performance. Et avec en plus un effet de diversification qui est très fort, parce que les ETF ont l'avantage d'investir sur beaucoup de sociétés. Donc lorsque vous avez un marché qui va un peu moins bien, l'autre va un peu mieux, et donc finalement ça fait des fonds qui sont très 4-4 et qui sont très résistants. Donc ça c'est intéressant. Ce qu'on a voulu faire chez Yomoni, c'est pouvoir avoir la sélection des meilleurs ETF trackers. Donc on a une équipe de gestion, on a des gérants qui analysent l'ensemble des marchés, qui analysent les un peu plus de 3000 trackers et des ETF qui sont disponibles sur le marché français, et vont aller sélectionner sur chaque zone géographique, chaque thématique, les meilleurs ETF, c'est-à-dire ceux qui répliquent le mieux leur indice au moins coûteux, et on va faire une allocation de ces ETF au service de nos épargnants pour faire en sorte que ça soit le plus efficace possible en fonction d'un contexte économique qui peut vouloir dire que de temps en temps, il faut promouvoir un peu plus l'Europe que les États-Unis, il faut promouvoir un peu plus les valeurs de croissance que les valeurs value, etc. Donc, on fait en sorte d'essayer d'avoir un juste milieu pour vous permettre d'avoir l'allocation la plus performante qui soit dans le temps et qu'on va faire évoluer en fonction de votre horizon d'investissement et de votre situation. C'est ce que fait Yomoni. Grâce à ça, du coup, par exemple, dans le PE, si j'ai un PEA chez Yomoni, je suis aussi exposé à des actions américaines via voilà, c'est ce que je vous disais. Ouais. Voilà, il y a une spécificité de la loi qui fait que effectivement, vous devez avoir des actions européennes pour dans votre PEA, mais effectivement avec un système de swap, c'est-à-dire on achète des valeurs européennes, mais en fait on change, on remplace la performance de ce panier européen par un panier international. On vous permet d'avoir un PEA exposé sur les marchés mondiaux, donc aussi bien sur les États-Unis, sur l'Asie, enfin à peu près où on veut, grâce à des fonds qui sont éligibles au PEA, mais qui sont investis en fait sur un profil beaucoup plus généraliste. Ça, c'est un bel avantage qui vous évite d'être uniquement restreint au marché européen avec les contraintes que ça peut avoir. C'est une bonne chose en ce moment d'être investi sur le marché européen, tant mieux, mais sur le long terme, on se rend compte que les locomotives que peuvent être les marchés, en particulier US et asiatiques, sont quand même intéressants à intégrer dans vos portefeuilles. Et j'ai vu émerger là depuis quelques années justement un nouveau critère d'investissement qui est le critère ESG. Critère donc ESG, c'est environnement, sociétal et gouvernemental, c'est ça ? Et gouvernance. Et gouvernance, pardon. Oui, pas gouvernemental parce que sinon ça n'a pas de sens, effectivement. Mais gouvernance, ouais. Donc tu peux nous expliquer ce que c'est ce critère, et j'ai l'impression qu'il est de plus en plus quand même coché par les épargnants aussi, et pour quelles raisons il l'est ? Oui, alors c'est la notion de vouloir avoir une épargne qui est en phase avec ses valeurs. C'est-à-dire, on est tous quand même très sensibilisés à ces trois sujets. Donc, ces trois sujets qui sont vraiment différents. Alors,
on a trouvé un acronyme parce qu'en France, on adore les acronymes, donc on a appelé ça ESG. Mais c'est 3 thématiques qui sont vraiment différentes. C'est donc effectivement la partie environnementale, donc dans quelle mesure les sociétés qui sont dans certains fonds d'investissement sont sensibles à la partie environnementale, favorisent la transition écologique. Vous avez la partie sociale, donc là c'est plus des notions de comment on fait en sorte d'être attentif à l'inclusion, à la capacité à faire monter tout la vie dans l'entreprise de manière positive pour un ensemble de populations hétérogènes. Et puis après, vous avez la partie gouvernance de comment est fait la gouvernance. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts? Est-ce qu'on favorise une gouvernance qui soit aussi synonyme de diversité? Est-ce qu'on inclut suffisamment de femmes dans les boards, dans les comités de direction? Donc vous voyez, c'est 3 vraiment notions différentes. Et on essaye d'évaluer pour chaque société dans quelle mesure elle se positionne bien ou moins bien sur la dimension, le volet écologique, le volet social et le volet de gouvernance. Et en fonction des notes, on va faire un filtre en disant je ne prends que les meilleurs, ou alors en fonction des fonds, je suis très sensible à tel indicateur, et donc toute société qui ne répond pas à cet indicateur, je ne le prends pas dans le fonds. Donc ça, c'est donc là, et donc quand vous allez chercher des fonds dits ESG, vous allez chercher des fonds qui sont sensibles à ces 3 thématiques, en tout cas qui font l'effort d'avoir des filtres plus importants en fonction de ces 3 thématiques. Après, la difficulté, c'est le régulateur a créé des gentilles usines à gaz pour essayer de favoriser ça, et parce que tout le monde s'y est intéressé, donc aussi bien le régulateur français, le régulateur européen. Donc il a été créé des labels, donc label ISR, investissement socialement responsable, aussi encore un acronyme, et le label Greenfin aussi qui existe en France, et qui fait que les fonds qui sont labellisés ISR sont normalement plus attentifs et ont un certain nombre de dispositions de gestion qui font que vous pouvez un peu vous reposer sur eux pour faire en sorte que, enfin, pour être convaincu que votre fonds va être correctement géré de manière plus responsable en termes social et écologique. Et puis au-dessus de ça, vous avez la réglementation européenne qui a rajouté ce qu'on appelle le SFDR 8 et 9, qui sont des classifications de fonds. Donc SFDR 9 sont extrêmement attentifs et extrêmement rigoureux avec un filtre très fort sur leurs investissements. SFDR 8 un peu moins, SFDR 6 un peu moins. Et donc vous avez une classification des fonds de cette nature-là. Alors un certain nombre de fonds étaient partis sur des classifications très fortes en disant oui, nous on est très très vert. Puis finalement ils se sont rendus compte qu'ils l'étaient un peu moins, donc sont revenus. Mais tout ça crée un peu une usine à gaz et manque un peu de clarification. Le label ISR a bien fonctionné au début. Parce que c'est un moyen simple d'identifier les fonds qui peuvent être concernés. Il est en train d'être revu, être remis à plat pour être sûr que les critères de sélection sont suffisamment importants et de qualité pour être corrects. Mais effectivement, nous, par exemple, chez Yomoni, on a plus de 35% de nos nouveaux clients qui sont sensibles à ces thématiques-là, qui vont prendre plutôt un mandat de gestion avec un filtre ESG, donc sur lequel nous on va sélectionner des fonds qui font en sorte de ne sélectionner, généralement on divise par à peu près 3 le nombre de sociétés qui sont concernées. Donc je vous disais, on prend un indice qui fait 3500 sociétés. Lorsqu'on passe le filtre ESG, il n'y a plus que 1000 sociétés, et ces 1000 sociétés sont censées être dans leur secteur les plus vertueuses, que ça soit sur une dimension écologique, sociale ou gouvernance. Alors après, il faut, si je rentre un peu dans le concret, parce que on parle souvent de greenwashing, il faut faire très attention à ce qu'on propose aux épargnants et pas leur vendre plus vert qu'on ne l'est. Pour moi, il y a 2 grandes différences dans les fonds. Il y a ceux qui sont vraiment totalement excluants, c'est-à-dire qu'ils vont décider de refuser certains secteurs d'activité quoi qu'il arrive. Et le grand secteur très symbolique, c'est bien sûr l'énergie. Donc des fonds qui vont dire moi je ne veux absolument pas de Total dans le portefeuille parce que je considère que tout ça est très négatif. Et puis il y a ceux qui estiment qu'il faut prendre les meilleurs et les plus vertueux dans leur domaine, même dans l'énergie. Et donc si Total est considéré comme favorisant la transition écologique, si on considère que les efforts qui sont faits sur leur investissement sur les énergies non renouvelables, etc., fait partie de l'avancement vers la transfert écologique, peuvent rentrer dans un fonds ISR. Et typiquement, nous, on est très clair là-dessus. On a choisi cette deuxième option en considérant qu'on voulait continuer de valoriser la diversification du portefeuille de nos clients et d'avoir quelque chose qui soit très large, très robuste, tout en favorisant effectivement les différents thèmes que sous-entend le ESG, et qu'on considère que prendre les meilleurs dans leur domaine, c'était une bonne chose. Et on n'est pas jusqu'à l'acte ultra militant d'aller vraiment isoler ou sortir encore plus d'actions, ce qui ferait un portefeuille de plus en plus restreint de sociétés avec le risque qui est inhérent. Et donc là-dessus, on sait que les clients viennent nous voir pour le meilleur rendement risque-performance. On rajoute des filtres ESR qui sont déjà très très forts, divisé par 3, c'est important, mais on va pas jusqu'à une sortie totale de certaines sociétés
parce qu'elles sont pour nous les meilleures dans le domaine et parce qu'elles ont été évaluées comme étant les plus vertueuses dans ce domaine-là. Donc c'est un vrai débat. Le but, d'abord, c'est de dire à l'épargnant la vérité, de dire ce qu'il y a dans les portefeuilles et ce qu'il n'y a pas. Et c'est ce qu'on essaye de faire au mieux et c'est déjà une première étape vers ce sujet. Et justement, en matière de performance, on a suffisamment de recul aujourd'hui pour avoir un ordre d'idée de différence. Non, en fait, pour l'instant, elles sont assez proches. Elles ont été assez favorisées avant 2022. 2022, un certain nombre effectivement de sociétés qui étaient exclues ont fait des bonnes performances, des meilleures performances que celles qui étaient bien notées. Donc, on va dire les fonds traditionnels sont repassés un peu devant le ESG. La conviction que nous on a chez Yomonic, c'est que sur le long terme, les portefeuilles ESG surperformeront les portefeuilles classiques. Pourquoi? Parce que en prenant en compte ces critères environnementaux, sociaux, ils prennent en compte un certain nombre de risques de manière plus fine. Et le jour où ces risques arrivent, ces sociétés sont beaucoup plus Préparé. hermétiques, beaucoup plus résilientes par rapport à ça. Et donc, sur le long terme, on pense que c'est une bonne chose. Et après, aujourd'hui, nous on laisse le client choisir entre vers ce choix ESG ou choix non ESG. Ce qui est intéressant, ce qu'on va voir là, c'est que vu qu'il y a eu une petite variation en 2022 en faveur des fonds traditionnels, il faut vérifier que l'épargnant soit à l'aise. C'est toujours plus simple quand vos valeurs sont en phase avec votre performance. C'est-à-dire que si vous faites le choix de ESG qui fait de la surperformance, c'est assez simple. Le jour où vos valeurs que vous voulez mettre en avant en faisant un choix ESG vous font perdre un peu de performance, est-ce que vous êtes toujours prêt à garder ces fonds ESG et pas revenir sur performance? Nous, ce qu'on dit, c'est sur le long terme, vous avez raison de le faire parce que ça va générer de la surperformance. Après, à vous d'être en phase avec ce que vous voulez faire et ce que vous cherchez véritablement. Ça, c'est un choix très personnel qu'on laisse à chacun, même si on essaye de militer pour de plus en plus de ESG dans nos clients. OK, très, très clair sur ce sujet de l'ESG en tout cas. Merci beaucoup, Sébastien. Est-ce que tu peux nous parler, j'ai vu que, vous aviez, je pense que c'est des produits que vous aviez pas forcément au départ ou alors vous l'avez marketé peut-être, mais non, les assurances vie pour les enfants notamment. Donc moi j'en ai une chez vous par exemple pour mon fils que j'ai ouverte. Ça c'est un sujet que j'aimerais bien traiter avec toi sur, l'importance peut-être ou pas, je sais pas, d'ouvrir une assurance vie très, très tôt et très jeune à ses enfants. Ouais. Alors ça c'est ce que on a créé ça parce que c'était demandé et surtout parce que pour avoir été jeune papa il y a quelques temps maintenant, j'ai toujours été effaré quand vous rentrez dans une agence avec une poussette. Vous avez toujours votre conseiller qui vient vous alpaguer en vous disant il faut lui ouvrir un petit livret A. Tout bon français doit avoir un livret A. Et donc vous finissez par ouvrir des livrets A à vos enfants, ce qui est la pire chose que vous pouvez leur faire parce qu'en fait vous allez placer de l'argent qui va rapporter peu, un peu plus maintenant c'est vrai, mais qui va rapporter finalement très peu alors qu'ils ont un horizon d'investissement qui est quand même très lointain. Et on parle de 18 ans voire plus, donc ils ont du temps devant eux et on sait très bien que sur les marchés financiers avoir du temps devant soi c'est justement la plus grande richesse que vous pouvez avoir parce que vous pouvez mettre votre argent un peu plus de manière dynamique, vous pouvez le placer de manière un peu plus dynamique et donc espérer des rendements plus intéressants. Et donc on a monté une assurance vie qui fait simplement deux choses, qui permet aux deux parents d'ouvrir ce produit et de souscrire ce produit de manière la plus simple parce qu'on sait que le but c'est pas que tout le monde se retrouve dans un bureau à 14h30 un jeudi mais que chacun puisse signer quand il veut au moment où il le veut. Il faut qu'on puisse gérer aussi toutes les situations donc ça veut dire que les deux parents doivent pouvoir avoir une bonne vision sur ce qu'est l'assurance vie, que veut faire l'autre, est-ce qu'il veut replacer de l'argent, est-ce qu'il veut modifier le profil des investissements de l'enfant, et il faut qu'il y ait l'autorisation des deux pour pouvoir le faire. Donc on sait que voilà les couples se font et se défont, et donc il faut anticiper ces solutions-là, et donc permettre à chacun d'être très serein sur ce qui se passe sur cette épargne liée à l'enfant, et qui est vraiment à vocation à être dédié à l'enfant. Et puis on va placer cet argent sur des profils de gestion sous mandat, sur lequel on va nous recommander forcément de prendre plutôt pas mal de risques avec une version très dynamique, parce que vous avez 18 ans devant vous. Et puis à l'échéance, au bout des 18 ans, l'enfant pourra récupérer cet argent-là. Vous pouvez faire un pacte qui vous permet de décaler un peu ce timing-là, parce que vous pouvez vous dire qu'à 18 ans, si l'assureur et nous avons obligation de prévenir l'enfant qu'il a un contrat à son nom, et on a tous eu 18 ans et on imagine tous qu'on aurait pu faire avec un contrat, voilà. Donc vous pouvez faire un pacte qui vous permet de décaler ça de 3 ans et d'aller un peu plus loin dans le temps et de vous permettre généralement de financer une partie de ses études, ce genre de choses. Mais c'est vraiment un produit qui est objectivement très
très intéressant et qui, pour moi, vient vraiment remplacer ce qu'avait été historiquement le livret A et la solution d'un livret A par enfant. J'espère plutôt que chaque enfant puisse avoir son assurance vie dynamique, ça serait génial, ça lui permettrait sans doute de mieux financer ses études après. Puis au-delà du livret A, il y avait aussi le livret première épargne, hein, plafonné à 1 600 €, je crois. C'était... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, et ce qui permettait, oui, oui, et ce qui était toujours qui était toujours des bons challenges commerciaux pour les conseillers bancaires qui bâtonnaient un Ouais, peu ce genre de produit en disant, tiens, voilà, j'en ai placé tant. Bon, voilà, c'était une époque, mais je pense que là, maintenant, et en plus avec les plateformes digitales qui simplifient ces souscriptions, qui nécessitent d'avoir les deux parents, hein, et on nous pose souvent la question de, mais est-ce que les grands-parents peuvent le faire, etc. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que pour des raisons de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en fait, ce sont vraiment les tuteurs et vraiment les responsables de l'enfant qui doivent déposer l'argent sur le contrat d'assurance vie parce que c'est eux qui sont responsables de l'origine des fonds. Donc, si on commençait à pouvoir ouvrir ça à tout le monde, ça rendrait la traçabilité un peu plus complexe et surtout la responsabilité des parents serait engagée si demain un tiers venait placer de l'argent sur un contrat d'assurance vie sur sa petite tête blonde. ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'ai fait une demande récemment de modifier le profil de risque pour, tu vois, le compte, l'assurance vie de mon fils, parce que je lui avais mis un risque 10. Moi, j'aime bien le risque, donc j'avais mis, full risque, surtout qu'on était en 2020 dans un marché très Ouais, propice pour les actions, enfin 2020-2021, voilà. Bon, là, je voulais repasser un peu plus sur un truc un peu avec un peu d'obligation quand ouais. même, parce que je pense que ça va un peu plus payer dans les années à venir, en tout cas maintenant. Il faut que je le fasse, je crois qu'il manque un papier, tu vois? Je m'en suis pas occupé, ça fait des semaines que j'ai fait la demande au moins et C'est toute la difficulté d'arriver à trouver le juste milieu. On essaie d'alléger, nous, au maximum les demandes. Alors, on a des contraintes, hein, les banques et les assureurs nous contraignent à avoir un certain nombre de documentations qu'on a digitalisées autant que faire se peut. On essaye de faire en sorte que les parcours de souscription soient les plus légers possibles. Et à la fois, c'est important d'avoir l'ensemble des règles, de bien suivre. On pose, nous, généralement, pour faire une recommandation, on pose entre 20 et 25 questions au démarrage, sur la situation personnelle, sur l'horizon, etc. Et on estime qu'avec ces 25 questions, on peut commencer à proposer une recommandation d'enveloppe fiscale et de profil de risque qui soit pertinente. Après, l'enjeu, ce que tu souhaites faire là en essayant de modifier ton profil, c'est intéressant parce que c'est un des enjeux aussi pour Yomoni, c'est d'accompagner aussi les épargnants dans le temps et surtout dans les changements de profil. Nous, on se méfie beaucoup à la fois de l'euphorie, mmh. du moment où fin 2021, on a des gens qui veulent prendre beaucoup de risques parce que tout marche bien, etc., alors que leur horizon d'investissement est pas si lointain que ça. Et de l'autre côté, quand les marchés sont plus compliqués, le cas est arrivé l'année dernière, avec des gens qui commencent à dire non, non, mais moi je veux baisser mon niveau de risque absolument parce que là c'est voilà ça va trop vite ou c'est voilà les marchés sont trop fluctuants. Et on leur dit surtout regardez bien le long terme, c'est-à-dire restez quand même assez stable sur vos profils d'investissement et les biais psychologiques que vous pouvez vivre, même si alors si c'est bien compliqué de dormir, faut bien sûr changer son profil, mais essayez de rester assez stable quand même dans vos profils d'investissement parce que c'est ça qui fera la performance in fine. On a vu trop de monde finalement sortir dans des creux de marché et finalement toujours hésiter à revenir en disant est-ce que c'est le bon moment et puis on rate la reprise des marchés lorsqu'elle arrive. Donc on est effectivement dans une logique assez passive côté client. Faites-nous confiance pour faire la bonne allocation et optimiser et faites en sorte de pas avoir vocation à trop changer votre profil de risque parce que vous risquez souvent de prendre les portes de saloon, de sortir au mauvais moment et de rentrer au mauvais moment aussi. Le but, c'est plutôt d'investir de manière progressive, donc essayer de faire des versements ou des choses qui reviennent tous les mois et qui vous permettent de lisser vos points d'entrée, donc de pas avoir un seul point d'entrée, mais plutôt plein de points d'entrée, et donc de pas rentrer au pire moment et ne cherchez pas toujours le meilleur moment, mais plutôt aller vous faire une moyenne, c'est ce qui marche le mieux, et d'essayer de tenir votre profil de risque dans le temps, parce que c'est ça qui à la fin paiera sur le long terme. Mais là, tu crois que conserver un portefeuille 100 action quand même, c'est judicieux là, aujourd'hui, début 2023? Bah, si tu me dis que tu as un profil, si tu as un horizon d'investissement qui dépasse les 10 ans, oui, ça reste plus judicieux. Ouais. Ouais, Même si les obligations, tu as raison, vont sans doute remonter et être un peu plus intéressantes. Nous, on reste convaincus que sur un profil long terme comme ça, il faut rester investi en actions. Ouais. OK. Ça reste un vecteur qui sera meilleur sur le long terme. Et ta difficulté, il faut toujours avoir en tête que lorsque tu sors d'un endroit, si celui-ci était le bon, à quel moment tu vas re-rentrer à cet endroit-là, à Ouais, quel bien moment sûr. tu vas considérer. Et donc c'est parfois certains peuvent prendre des bonnes décisions en disant finalement je baisse ou j'augmente au bon moment le niveau de risque, mais ils n'arrivent pas à faire le même mouvement au bon moment. Et finalement, on se rend compte que ça perd de la performance. En tout cas, il a souvent été démontré que ce genre de changement de profil ou d'allocation sur le temps long marche pas très bien, donc il faut plutôt rester très très stable.
Après, il y a une dimension psychologique qui joue beaucoup et qui fait que. Mais quand vous venez chez Yomoni, vous venez effectivement pour pas trop prendre la main. C'est-à-dire que vous nous faites confiance à la fois sur le conseil du départ et après sur l'allocation. Et lorsque vous essayez de jouer encore plus sur ces profils en vous-même en réallouant, finalement vous avez quand même pas mal de chances de détruire un peu de performance sur le long terme. Et après, je dis pas que certains vont s'en sortir très bien, mais quand même proportionnellement et statistiquement, on a plutôt ce type de résultat. Donc ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on a une stratégie au départ, on n'en bouge pas, on reste sur un profil de risque. Son profil de risque, Exactement. finalement, il change. La seule chose qui doit change pas. changer, c'est si votre situation change, personnelle, le revenu, que vous en ayez beaucoup plus que prévu ou moins que prévu, que vous ayez un horizon d'investissement qui soit réduit ou au contraire allongé, ça peut générer une revue de votre profil. Si votre situation ne bouge pas spécifiquement, restez sur votre profil de risque et laissez-le le voir fonctionner. À mon avis, c'est la meilleure chose à faire. Ok, bon, clair. J'ai vu aussi là dans vos offres, alors là on va s'adresser aux gens qui ont un peu plus de capacité d'épargne ou de liquidité à placer, que vous aviez une offre de private equity. Tu peux nous en parler Oui. rapidement? Alors en fait, la promesse que fait Yomoni, c'est effectivement de manière très simple de vous permettre de diversifier. Vous avez bien compris votre épargne financière. Mais on l'a diversifié jusqu'à la fin d'année dernière uniquement sur des produits cotés. Donc sur l'ensemble des marchés, actions et obligations du monde entier, mais cotés. Et on s'est dit qu'on voulait prolonger la promesse et la promesse de diversification sur le marché non coté. Et donc c'est ce qu'on appelle effectivement le private equity, le capital investissement, qui sont des fonds qui n'investissent que dans des sociétés non cotées, alors à des stades de maturité qui peuvent être différents. Hein. On a des fonds qui investissent dans des jeunes startups très jeunes, et puis d'autres qui investissent dans ces sociétés déjà qui sont des poids lourds et qui sont plus dans les logiques de croissance plus installées. Et ça nous paraissait intéressant parce que ça a vocation à diversifier ce qui est du côté. On a bien vu que les performances étaient décorrélées entre les deux classes d'actifs. Le sujet pour nous après, il a été d'aller chercher des fonds, parce que c'est pas notre spécialité pour le coup, mais d'aller chercher des sociétés de gestion et des fonds qui ont accès vraiment à ce qui se fait de mieux dans le domaine, parce que là pour le coup il peut y avoir aussi une très forte hétérogénéité, et en plus les Français ont toujours eu l'expérience d'avoir des fonds qui faisaient du non-coté et qui étaient très défiscalisants. Vous vous souvenez des FCPI, etc., FCPR. Généralement, vous récupériez votre mise, grosso modo, vous gagnez l'avantage fiscal, mais vous alliez rarement plus loin et les performances n'étaient pas folles. Alors que sur les marchés des grands fonds de private equity internationaux, c'est souvent noté comme étant parmi les plus jolies performances sur le long terme, avec des performances qui dépassent les 15% par an, enfin des choses qui sont assez stratosphériques et qui marchent très 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 bien. Donc nous, on avait vocation à vraiment aller chercher des fonds qui étaient très très diversifiés, très internationaux, et pour avoir accès à ces fonds, il faut passer par des sociétés de gestion qui montrent patte blanche et qui sont connues dans le domaine, parce qu'en fait vous avez des allocations, hein, c'est un peu comme le vin, on vous donne une allocation parce qu'on vous reconnaît, parce que vous avez déjà éventuellement payé en avance une partie de votre investissement, et donc on s'est associé avec Altaroc, qui est pour nous une des références dans le domaine, qui est une société de gestion qui est dédiée à ça, qui va sélectionner et avoir accès aux meilleurs fonds internationaux de private equity. Et on propose cette offre en nominatif pur, donc ça veut dire que globalement, c'est soit via un compte titre, soit en nominatif pur. Donc vous allez placer cet argent dans le fonds. Il va être bloqué à peu près une dizaine d'années. Hein. Ce sont là aussi de l'épargne longue. On va faire appel, alors c'est minimum 100 000 euros. Mais ces 100 000 euros, on va les appeler au fur et à mesure du besoin du fonds, donc généralement sur les 4-5 premières années. Donc tous les 3-6 mois, on va faire appel à vous en disant, voilà, on va vous demander sur les 100 000 euros de verser 10 000 euros ou 20 000 euros en fonction des opportunités d'investissement des fonds. Et puis à partir de l'année 5-6, à l'inverse, les fonds vont revendre les sociétés dans lesquelles ils ont, les parts des fonds dans lesquelles des sociétés dans lesquelles ils ont investi, et vous allez pouvoir récupérer au fur et à mesure votre argent avec l'ensemble de la plus-value qui aura été faite. Et au bout des 10 ans, vous aurez normalement 100% des positions qui auront été débouclées, donc vous récupérez l'intégralité des fonds. Donc c'est de l'investissement qui est long terme, qui est quand même qui est censé avoir une performance qui est effectivement particulièrement intéressante. Si tant est que vous avez accès à des fonds intéressants, c'est des fonds qui sont assez coûteux, qui sont là pour le coup, l'accès à ces fonds, les frais de gestion sont plus importants. On parle d'entre 2 et 4% de frais de gestion par an, hein, donc c'est significatif. Par contre, les promesses de rendement, effectivement, tournent autour des 10%. Nous, certains vendent plus, mais nous, on estime que si on arrive à faire un peu plus de 10%, je pense que ça serait une très très belle chose. Et c'est un moment intéressant parce que on s'est positionné sur ces produits-là aussi, parce que pour le coup, il faut être un peu contracyclique.
les valorisations des sociétés non cotées ont eu tendance à effectivement bien baisser dans les quelques récents mois, et donc pouvoir investir dans des sociétés qui sont pour l'instant un peu moins bien valorisées que la bulle qu'on a pu connaître dans le passé sont plutôt des points d'entrée qui nous paraissent intéressants. Et donc sur les 3-4 prochaines années, pouvoir investir sur du non coté nous paraît avoir du sens. Donc voilà ce qu'on a proposé, et on le fait avec Actaroc, qui investit elle-même à travers des fonds assez reconnus, avec des même très reconnus comme Apax. Enfin, il y a un certain nombre de noms qui sont reconnus et qui travaillent sur le sujet depuis 50 ans, et qui sont, voilà. Nous, on a cette diversification, elle est importante pour nous, hein, de proposer autre chose que des ETF, mais on veut être très très attentif à la qualité de ce qu'on peut proposer, et la qualité du partenaire, parce qu'on met en jeu bien sûr notre réputation sur ce type de partenariat. Est-ce que je peux rentrer avec une personne morale ou c'est que personne physique? On peut rentrer avec une personne morale. Donc 100 000 euros minimum et investi dans Voilà. plusieurs. Mais c'est un bon produit de diversification. Gardons en tête qu'effectivement, il y a grosso modo, votre colonne. Nous, on vend toujours le côté colonne vertébrale, le cœur de votre portefeuille en ETF très diversifié, coté, disponible lorsque vous en avez besoin. Et puis d'avoir effectivement un certain nombre de thématiques comme le private equity qui viennent à côté et qui viennent compléter votre portefeuille, si tant est que vous avez les moyens effectivement de pouvoir investir sur ce type de produit. Et on a vocation et on travaille dessus pour faire en sorte de baisser le seuil de 100 000 euros et pouvoir le proposer au plus grand nombre, ce qui est quand même la vocation aussi de Dieu. Oui, d'ailleurs, vous précisez bien, hein, sur le site, que c'est pas ouvert à tout le monde, qu'il faut quand même un patrimoine aussi assez conséquent, un patrimoine liquide assez conséquent derrière soi aussi. Ouais, on est très vigilant, et puis là, et de toute façon la réglementation est très vigilante pour qu'on ne fasse pas investir des gens à qui ça sera inadapté. Donc on est vigilant sur le patrimoine financier que vous avez, le pourcentage du patrimoine financier que vous allez vouloir mettre dans ce type de produit, pour faire en sorte qu'on vous fasse pas prendre un Et ouais. risque qui soit mesuré. Mais sachant que à ce stade, le private equity, lorsqu'il est fait vraiment de bonne qualité, a toujours une image assez avec une prise de risque importante. Alors que dans les faits, ces grandes maisons ont généralement délivré de la performance de manière significative, et on a finalement assez peu de cas où ça s'est mal passé. Après, faut toujours être vigilant sur le sujet. Et puis il y a une notion de volume aussi. C'est vrai que plus on fait du volume, moi je le compare souvent à l'immobilier. Quand tu as un seul appartement et que ton locataire il paye pas, 100% de ton patrimoine il est en défaut. Si tu en as 30 et qu'il y en a un qui paye pas, c'est pas vraiment grave. Voilà. Et quand vous prenez un Altaroc qui a investi dans 4 ou 5 fonds qui eux-mêmes investissent dans X sociétés, effectivement, vous arrivez à diversifier de la même manière que sur le côté, vous diversifiez votre risque. Et le but, de toute façon, du private equity, vous savez qu'il y a des sociétés qui vont pas bien fonctionner, et d'autres, au contraire, qui vont faire un x10, x50, et qui permettent de ramener Hmm. l'ensemble de la performance à un haut niveau. Donc voilà, c'est le jeu. Et là aussi, il y a aussi un enjeu d'information, et on le fait sur les ETF, et on va le faire de la même manière sur le private equity. Informer le client sur quelles sont les sociétés dans lesquelles lequel Altaroc a investi, les fonds, comment ça se passe, pour que effectivement l'enjeu du mandat que vous nous donnez à chaque fois pour gérer, il faut qu'en face nous on vous donne la transparence sur ce qu'on fait. C'est quand même une belle marque de confiance de nous laisser acheter et vendre en votre nom sur votre contrat d'assurance vie, votre compte titre, votre PEA, votre PER. En échange, le moins qu'on vous doit, c'est de vous donner toute l'information sur pourquoi on fait ces achats-ventes, quand est-ce qu'on les fait, dans quelles conditions. Donc ça s'avère tout aussi vrai sur les autres classes d'actifs. Ouais, tout à fait. On l'a pas précisé, effectivement. Tu fais bien de le dire. Moi, quand je suis sur mon compte Yomoni, je regarde, j'ai le nom de tous les indices, effectivement, sur lesquels je suis Voilà, et c'est investi. un des enjeux pour nous, hein, c'est là où on est un peu spécifique, c'est qu'on essaie de trouver le bon équilibre entre une plateforme digitale qui te permet d'avoir accès à toute l'information et pas forcément passer par un conseiller, pas forcément etc. pour pouvoir faire l'ensemble des opérations que tu souhaites faire de manière simple et facile à travers l'app mobile. Et puis de l'autre côté, lorsque tu as besoin d'un conseiller un peu expert, de pouvoir rapidement soit décrocher ton téléphone, avoir quelqu'un, ou avoir un rendez-vous parce que tu penses que la situation est plus importante dans la semaine, et le faire extrêmement rapidement. Ça, c'est un des enjeux, de trouver le bon niveau entre le service effectivement de conseils dédiés avec des experts, et une plateforme digitale qui te permet d'être totalement autonome si tu le souhaites. Si les auditeurs qui nous écoutent veulent tester Yomoni, comment ils peuvent faire? Est-ce que je peux partager, par exemple, mon code de parrainage ou pas? Bien sûr, bien sûr. Je sais pas, je me dis que ça peut servir aujourd'hui. Oui, bien Heu, sûr. Non, non, tu peux partager. Nous, on fait et les codes de parrainage permettent effectivement de démarrer avec des gratuités de frais de gestion qui sont intéressants. Donc n'hésitez pas à y aller. Il suffit d'aller sur le site. Moi, la manière la plus simple, c'est de faire une simulation. Ce qu'on appelle une simulation, c'est vous allez partager votre situation personnelle et votre projet d'investissement. Et quand je parle de projet, c'est quel montant et quel horizon d'investissement, si je devais le résumer un peu comme ça. Et en face, on va vous faire une recommandation. Donc en face, vous allez avoir une proposition personnalisée qui va vous dire, bah, dans votre cas, on va vous recommander peut-être un PER ou une assurance vie ou un PEA, et on va vous proposer un niveau de risque entre 1 et 10, et on va vous expliquer ce que ça veut dire, parce qu'un profil entre 1 et 10, c'est très
c'est très virtuel, mais on va de manière très concrète, on va vous présenter ce qu'on mettrait dans le portefeuille à la date J, comment il serait constitué, quel est le niveau de risque que ça sous-tend, quels sont les scénarios positifs ou négatifs et comment ça viendrait impacter le portefeuille. Et si vous êtes convaincu par cette proposition, dans ce cas-là, vous passez dans une mode de souscription, on va vous simplifier la vie pour faire en sorte que l'ensemble de la partie administrative se passe la manière la plus fluide possible. Et si vous voulez prendre un rendez-vous, là aussi sur le site internet, si vous n'hésitez pas, vous avez des liens pour vous permettre de prendre rendez-vous avec nos conseillers et qui passeront une demi-heure, 1 heure à vous réexpliquer un peu ce qu'on fait et surtout ce qu'on peut vous proposer et surtout vous écouter sur quel est votre patrimoine, comment il est constitué, est-ce qu'il y a beaucoup d'immobilier, est-ce qu'il y a beaucoup de financiers. Les Français, je sais que c'est un tropisme assez fort, ont un tropisme sur l'immobilier qui est très important. Nous, ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut équilibrer les deux. On n'a pas arrêté de parler de diversification. Si vous avez beaucoup d'immobilier, avoir du financier à côté, ça vous permet aussi d'avoir quelque chose qui soit moins risqué entre guillemets globalement. Et donc trouver toujours l'équilibre entre les deux, c'est intéressant. Voilà. Ouais, effectivement, et c'est le but de ce podcast justement de parler d'un petit peu tout et que tous les gens qui nous écoutent puissent se faire une idée justement de ce qu'on peut faire en dehors de l'immobilier pour diversifier. L'immobilier sert de levier souvent pour quand même créer du patrimoine très tôt, sans pas grand-chose de côté, et permet effectivement de se diversifier demain, mais en aucun cas ça doit être une finalité. L'immobilier, c'est juste un moyen. Donc très très intéressant. Et les marchés financiers, c'est pareil. Ayez en tête vraiment votre horizon d'investissement. Il faut pas passer trop vite sur ces questions-là. C'est un peu ce qu'on disait en disant je vais choisir mon profil un peu comme je le souhaite. Mettez vraiment votre horizon en disant effectivement cet argent globalement, et on va vous poser, vous verrez la question de différentes manières. Est-ce que vous avez 50% de chance d'en avoir besoin dans les 2-3 ans qui viennent, parce que on peut se dire oui, j'ai 10 ans devant moi, mais c'est vrai que peut-être dans 5 ans j'aurai peut-être un besoin. Répondez de manière très sincère à ces questions parce que ça va effectivement influer sur le niveau de risque et donc vous projetez. La finalité à la fin, c'est ce que vous ferez avec cette épargne dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est ça l'objectif, mais sur la trajectoire, voilà. Nous, on est là pour vous accompagner sur le sujet et l'équipe qu'on a en place, qui je pense est des très bonnes qualités, les algorithmes qu'on a mis en place doivent vous aider et vous faciliter la vie là-dessus. Yomoni.fr pour s'inscrire et tester tout ça, remplir justement ce questionnaire-là. Mon code, c'est Julien251, je le vois dans mon interface client, Julien251. Voilà, donc n'hésitez pas à le mettre, ça permettra aussi de suivre un petit peu tout ça et de bénéficier de combien de mois de gestion gratuit ? C'est entre 3 et 6 mois. Entre 3 et 6 mois. Gratuite. Dépendamment de ce qu'on investit, j'imagine. Exactement, quel que soit ce qu'on a investi. Ok, très bien. Donc ça permet de manière neutre de pouvoir tester notre solution, nos conseillers. Et surtout, n'hésitez pas à revenir et à répondre aux sollicitations quand on vous demande si ça s'est bien passé, si vous avez été satisfait, etc. Nous, c'est très important pour nous. Maintenant, on a 7-8 ans d'expérience, on a quand même déjà beaucoup de retours, mais on est très friand de savoir là où on peut progresser, ce qu'on peut faire différent, ce que vous attendez de nous, et éventuellement ce qui n'a pas bien fonctionné, parce qu'on n'est pas parfait. Il peut y avoir parfois des choses sur lesquelles on est peut-être un peu moins bon, et on est très 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 demandeur de ces solutions. Donc si vous venez la tester, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé et pas aimé. En tout cas, je vous donne le mien. Moi, je trouve ça très fluide, très très fluide. En tout cas, pour la souscription, pour l'inscription, pour tout. Effectivement, il y a un peu de paperasse que vous essayez de rendre plus digeste, mais c'est la réglementation qui veut ça. C'est pas forcément Yomoni ou un autre, c'est la réglementation. Donc oui, moi j'étais étonné par exemple que mon fils doive signer alors qu'il a 12 ans sur un truc, donc finalement sur lequel il n'a pas la main. Eh ben, on est tout à fait d'accord, mais ça, c'est l'obligation. Alors, ce qui nous fait une collection de signatures qui est assez jolie, parce que. Oui, j'imagine que la graphie. En termes de graphie, on a des choses assez magiques dont on fait la collection, mais effectivement, ça, on peut pas l'enlever. C'est une demande express de l'assureur. Donc, on fait la collection et voilà. Voilà, c'est ça. Sympa, vous pourrez vous faire un mur de signatures. Exactement, un mur de toutes les petites signatures. Voilà, super. On a mis des petits messages avec les signatures, ça, c'est marrant. Mais c'est vrai que c'est une contrainte, quoi. Si on pouvait l'enlever, on l'enlèverait bien sûr. Bon voilà, sinon, non, franchement très très fluide. Merci beaucoup Sébastien pour tout ce partage d'expérience. Je pense qu'on y voit plus clair aussi sur tout ce qui a trait au marché financier. Donc écoute, bonne continuation à toi, bonne continuation à Yomoni. Et bonne continuation à toi et à ton podcast, et merci beaucoup pour l'invitation. Ravi d'avoir pu participer. Avec grand plaisir, merci, ciao. Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement.
À très bientôt.